Bonjour et bienvenue dans ce 10e numéro d'Autoplay consacré au thème du déménagement. Alors, le déménagement, ses joies, ses transpirations, ses allégresses. Ok, mais on va passer tout de suite au sommaire en fait, parce que le déménagement, on en parlera à la fin, vous allez voir, c'est super sympa. Donc au sommaire, qu'est-ce qu'on a? Comme d'habitude, on a les concerts, les sorties CD, un dossier sur Autoki. Ensuite, on a le retroplay comme d'hab, la bonus track, les tie-up et les clips qui vont rentrer dans la rotation de... Game Live. De... Game Live. Non, mais on n'entend rien les gars, je vais faire Claude François. De... Game Live. Game Live. Ouais, c'est bon, on coupe là, j'ai la ridicule. Le 4 août aura lieu en Suède, à Stockholm plus précisément, le concert Sinfonica Dramatica, réunissant les meilleurs morceaux de Shimomura Yoko, qui a composé notamment les musiques de Kingdom Hearts et de la série des Mana, et aussi de Chris Hulsbeck, à qui on doit les musiques de Turrican et de X-Out. Et donc, ça sera à Stockholm. Et c'est d'ailleurs l'orchestre Royal Philharmonique de Stockholm qui va jouer ces musiques. Et le prix du concert est de 390 couronnes, ce qui fait beaucoup de galettes. Wouhou! Non, je ne veux pas parler de ce jeu. J'ai dit que je n'en parlerai pas, et je n'en parlerai pas. Castlevania Judgment n'est pas un jeu. Enfin, si, c'est un jeu, mais c'est pas un Castlevania, il n'en fait pas partie. Alors, c'est bien, alors les mecs, tiens, on va appeler Takeshi, il va faire des super designs. Ouais, super, Simon Belmont, c'est un émo à frange maintenant, alors, on est super content. Génial. Après, alors, Maria Renard, mais je t'en parle même pas, c'est devenu l'olicon qui jette des citrouilles, quoi. On est où, là? On est où? Non, mais ça, c'est pour les excités de l'étrange Noël de Monsieur Jack, hein. C'est pas possible. Enfin bon, il y a quand même une chose de bien dans le jeu, c'est la musique, et ça, on peut dire que c'est pas mal. Enfin, c'est même très bien d'ailleurs, je veux dire, c'est très bien, parce que c'est des thèmes qui ont été réorchestrés. Alors, il y a un peu de rock et un peu de musique orchestrale, et le mélange fait super bien, parce que les musiques de Castlevania, déjà à la base, elles sont géniales. Mais je vais me faire troller en fait sur Obata, moi. Non? Ok. Bon, on continue. Et donc, c'est un mec qui a un nom à croquer, qui s'appelle Asada Yasushi. Et si Yasushi, on va se régaler, qui fait partie du collectif Noisy Croc, qui croque les sushis, c'est QFD. On continue avec Star Ocean The Last Hope, qui est en fait le 4e épisode de cette série. Et un peu comme Star Wars, il y a le mot Hope dedans. En fait, dans l'épisode 4 de Star Wars, il s'appelait Star Wars The New Hope. Parce que là, c'est The Last Hope. Alors, faut pas confondre. Moi, je pense que c'est fait exprès. Je pense qu'ils se sont dit, tiens, on fait 4, on est dans l'espace, on fait Star Wars. Mais je pense, mais bon, c'est pas grave. Bon, c'est Motoi Sakuraba, enfin Sakuraba Motoi, qui a composé, on dit composé en musique, oui, qui a composé les musiques de ce jeu. Et à son habitude, c'est du rock progressif, et non pas du rock alternatif, je ne vois pas pourquoi on dirait ça. Et ça mélange avec les musiques épiques. Enfin, c'est mêlé, c'est entremêlé, c'est-à-dire qu'il y a du rock progressif quand c'est combat, c'est... Et quand c'est les épiques, c'est... On continue tout de suite les sorties CD sur le thème de l'espace, frontière de l'infini. Et je me rappelle plus la suite. Mais j'aime beaucoup. En fait, tout ça, c'est pour introduire les musiques de Gradius Rebirth, qui n'est pas du tout un jeu où en fait, Vic Viper retourne dans la Renaissance, ce qui serait complètement débile. Parce que Vic Viper, Léonard de Vinci, qui se bat avec Vic Viper, Botticelli, et qui construisent des machines en bois et des hélicoptères et des parachutes triangles. Bref, tout ça pour dire que contrairement à ce qu'on pourrait croire, donc, puisqu'en fait vous avez compris que c'était un remake de Gradius, Gradius Rebirth, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas juste des réorchestrations et des remixes des premières musiques, mais plutôt un espèce de pot pourri des meilleures musiques de Gradius qui sont incluses dans le jeu. Et donc l'OST c'est la même chose. Et c'est composé par Namiki Manabu du studio Basiscape, à qui on doit quand même les Battle Galega, Ketsui ou encore Dodonpachi Daiojo, des Danmaku comme on dit, ou des Manic Shooters, et donc autant dire qu'ils s'y connaissent en matière de shoot spatiaux.
Et pour finir avec les sorties CD, eh bien on va parler de l'OST de Let's Tap, un jeu qui, au Japon, à défaut de faire un carton, en a fourni un. Parce qu'en fait, ils fournissaient un carton avec le jeu. Parce que oui, en fait, ce qu'il faut expliquer, c'est que c'est un jeu où on pose sa Wiimote sur un carton, voilà, comme ça, un carton. Là, on est en déménagement, on en a plein. Donc, on pose la Wiimote comme ça sur le carton, cravate. On pose la Wiimote comme ça sur le carton et on tape pour être en rythme. Comme ça, à l'affût. Super play. C'est Nakayuji qui a fait ça, le mec qui a fait Sonic. Pour revenir aux musiques quand même, c'est quand même c'est les membres de Super Sweep de Basiscape de chez Sega qui ont fait ça. Et c'est électronique et c'est plutôt délirant. Les jeux musicaux connaissent de nos jours un essor formidable, mais ça n'a pas toujours été le cas. On a souvent tendance à faire l'amalgame entre jeux de rythme et jeux musicaux. Guitar Hero, Rock Band ou Parappa the Rapper sont des jeux rythmiques, c'est-à-dire des jeux où le gameplay suit rigoureusement une ligne de temps et où les seules possibilités d'interaction sont des points clés. Il ne faut pas les confondre avec des jeux musicaux qui, eux, permettent aux joueurs d'interagir directement sur la bande-son. L'exemple le plus souvent cité est Rez, un shoot'em up musical dans lequel chaque action est répercutée sur la bande originale du jeu. Mais en 1987, un jeu de ce type existait déjà sur Family Disk System, Otoki. Oto en japonais veut dire son. C'est le même Oto que dans Oto, l'émission de Caroline, ou le Oto de Autoplay. Le jeu a été développé par Iwai Toshio, lors de sa dernière année d'université. Cet artiste multimédia a d'ailleurs récemment développé le concept du Ten Only On, dont nous avons parlé dans 101%. Mais si Otoki a été sa première expérience dans le jeu vidéo, elle n'a pas été la dernière. Plus tard, il créera Sound Fantasy, SimTunes, mais également Electroplankton sur Nintendo DS. Une sorte d'expérience unique laissant le joueur créer sa propre mélodie, sans pour autant qu'il ne connaisse le solfège. Otoki est un shoot'em up où le joueur incarne une sorte de petit poisson volant qui jette une bulle musicale. En effet, selon la direction dans laquelle il jette la boule, cette dernière émet une note différente, ce qui permet aux joueurs mélomanes de créer leur propre mélodie. Otoki doit également attraper des notes de musique qui agissent comme des bonus. Elles remplissent une petite jauge en bas de l'écran qui, une fois pleine, signifie au joueur qu'il a terminé le niveau et s'apprête donc à affronter un boss. Mais ce n'est pas tout, prenons l'exemple du premier monde. Dès le départ, la musique commence sur un rythme très simple. Mais en prenant de plus en plus de notes, la rythmique s'enrichit d'une batterie et la basse devient plus dynamique. En obtenant encore plus de notes, la batterie se calque sur les temps comme pour presser le joueur. On peut également noter que plus Otoki a digéré de notes et plus la gamme monte. En prenant les bonus marqués d'un A, Otoki change d'instrument pour passer au piano, au violon ou encore à la clarinette, ce qui offre des possibilités infinies. D'autre part, le jeu ne possède pas de bande-son à proprement parler. La musique est donc générée différemment à chaque partie et s'apprécie ainsi de manière éphémère, poussant le joueur à recommencer encore et encore. Ce concept a d'ailleurs été repris plus tard dans Electroplankton. De plus, le joueur n'est pas puni par des fausses notes en cas d'échec, comme c'est le cas dans la plupart des jeux. Il peut donc profiter tranquillement de son voyage musical qui sera toujours mélodieux. Même s'il reste peu connu du public occidental, à part peut-être des inconditionnels du jeu musical, Otoki est un des premiers titres à proposer au cœur du jeu une telle interaction entre le joueur et la musique. Et ce, près de 15 ans avant Rez. Street of Rage. Bonsoir, c'est la soirée Street of Rage pour fêter les 20 ans de la Mega Drive. Hein. Oui, tout à fait. Et ce soir, qu'est-ce qu'il y a dans notre émission? Alors ce soir, on a un road trip, ça tu connais. Oui, ça, on a l'historique et on a la critique exclusive
Et pour finir, un petit Hidden Palace. Oui, une rediff, hein, parce que t'as pas beaucoup travaillé. Bah non, comme d'hab. Mais tout de suite, bah, on regarde Road Street. Road Street, allez, on y va. Salut, c'est Road Street et aujourd'hui dans Road Street, on va jouer à Street of Rage. Et je vais combattre tous les meilleurs animateurs de la chaîne, les animateurs les plus connus et voir si je suis le plus fort à Street of Rage ou pas. Et on va se rendre chez eux avec Rémi. Ah bah d'ailleurs, et il y a Dr Lacave qui est juste là. Voilà, bonjour. Bonjour. Et tu es l'animateur le plus connu de la chaîne, je crois. Bah ici, oui. Oui. Bon bah alors ce sera uniquement contre Dr Lacave. Allons-y, on va voir qui de nous deux est le plus fort. Round 1, c'est parti. J'ai fait ma super attaque. Bien. Lacave ? Ouais. J'avais jamais joué à ce jeu, mais là c'est peut-être un peu long, non ? T'as pris combien de temps chaque round contre l'un contre l'autre ? Bah, c'est des rounds d'à peu près 5 minutes, mais là en fait, je pense que on joue pas l'un contre l'autre en fait. Ah ouais, la coop quoi. Sinon, je te paye un coup, tu veux ? Ouais. Ah, c'est Street of Rage, les parties à 2 joueurs. Ah moi je me rappelle, j'y jouais. Et bah donc on va regarder l'historique. Ah bah ouais. Street of Rage ou Bare Knuckle au Japon est sorti en 1990. Street of Rage 2 en chiffres romains est sorti en 1992. Street of Rage 3 était quant à lui sorti en 1994 et il était très violent. Moi, il y a une question que je me pose, c'est, on parle de Street of Rage depuis le début de la soirée, mais est-ce que c'est bien ? Le Street of Rage, c'est top. Ah bon ? Il n'y a pas une critique pour voir si c'est bien ? Bah, il y a une critique exclusive qui passera que dans le cadre de cette soirée spéciale. Très bien. Et d'ailleurs, on va la regarder maintenant. Super. Streets of Rage est un beat'em all. Les malfrats ont envahi la ville et il faut la libérer. Il y a 3 boutons, un pour frapper et un pour sauter. Bien qu'un peu répétitif, Streets of Rage est quand même mieux à 2 joueurs. Et donc, Street of Rage... mais c'est Axel. Oui, bonjour, je suis Axel. Je m'appelle Axel, je suis un ex-policier et j'adore les jeux vidéo. Mon copain adore faire des bonsaïs et ma meilleure amie adore la lambada. Et bah, ça tombe bien que tu parles des secrets des personnages, puisqu'on va tout de suite regarder le Hidden Palace consacré à Street of Rage. Voilà. Saviez-vous que Blaze Fielding venait de Flash Gall, un vieux jeu Sega? Vous ne le saviez pas? Il est temps de mettre une jolie cravate et de rentrer dans le Hidden Palace. Et bien voilà, la soirée Street of Rage touche à sa fin, et c'était une soirée de 5 minutes quand même super bien remplie, avec beaucoup de détails et beaucoup de choses à dire, et puis bon, bah tu vas nous réserver un petit truc pour le bonus stage de fin. Non. Donc là c'est fini, on n'a pas de chute. Ouais. Ça, faut qu'on arrête de faire des soirées. Ouais. Alors, faut qu'on s'y prenne un mois à l'avance, quoi. Y a pas de budget, ça va, c'est bon. J'arrête les costumes surtout.
Et pour la bonus track, eh bien, on va parler de Megaman, même si une soirée lui a été entièrement consacrée sur No Life. Mais moi j'aime bien, et c'est pour ça que je vais en parler. Parce que dans Adventure Quiz Capcom World 2, c'est très important que ce soit le 2, en fait c'est un espèce de jeu, on va dire un jeu de quiz, avec tout l'univers Capcom en univers graphique et tout ça, univers sonore notamment, puisqu'on parle de ça. Et donc, quand on prend la Beginner Route, c'est le thème plus ou moins Megaman, avec des Megaman obèses et tout, ils sont rigolos. Et la musique qui est en fond, c'est un remix de la musique de Cutman, un boss du premier Megaman. Et c'est comme ça, c'est cool et on l'écoute. Surprise, c'est moi, Caro, et c'est pas le docteur Lacave. En fait, ça faisait un petit bout de temps qu'il m'avait demandé de venir passer dans l'émission pour expliquer ce que sont les tie-up. Et aujourd'hui, coup de bol, on s'est trouvé dans les locaux, donc il m'a dit « Viens, c'est à 2 minutes ». Et j'avais 2 minutes. Et donc les tie-up, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un partenariat qui existe entre une maison de disques, mais plus précisément une chanson, et un événement comme par exemple un dessin animé, un drama, un film, ou justement un jeu vidéo comme par exemple Coca qui chante pour... Tail Concerto, merci. J'ai plein de gens pour m'aider parce que je suis pas aussi douée que le docteur Lacave pour les musiques de jeux vidéo. Et justement, c'est les tie-up. Voilà. La chanson thème du jeu Wii 428, Fusasareta Shibuyade, est interprétée par Kamiki Aya. Sekai wa Soredemo Kawari wa Ishinai est son 10e single. On continue avec une autre chanteuse dont les clips passent sur la chaîne. Il s'agit de Sawa. Elle interprète Discovery, l'opening du jeu Nippon no Asokode sur PSP. Cette chanson est disponible sur son 2e album, Time and Space, qui est sorti en décembre 2008. Et on approche de la fin de l'émission et tout, comme le coutume, on va présenter. Game Live. Exactement, on va présenter les clips qui vont rentrer dans la rotation de. Game Live. De. Game Live. Mais tu vois, l'autre il ouvre et quand il faut pas. Enfin bref. Feuille, s'il te plaît, feuille. Là je suis énervé, là. Feuille. Donc, premier clip monté par un super-héros. Super-héros au grand cœur. Il s'agit de Geekman, l'homme geek. Son super pouvoir, c'est de manger de la pizza froide, de faire des MMO jusqu'à point d'heure, troller sur les forums, une vie rêvée quoi. Bref, il a fait un clip sur WarioWare Twisted, qui est un jeu, c'est un party game qui se jouait sur GBA et qui tournait comme ça. Bref, on s'en fiche. Et c'est le thème de Mona. En fait, voilà, donc en fait, il a pris la musique du thème de Mona et il l'a mis sur des images de WarioWare Twisted. Quand même fort, super-héros. On va arrêter de se marrer 2 minutes. On va arrêter. L'heure, non, parce qu'il faut le dire. C'est-à-dire qu'en fait, là, le prochain clip qu'on va voir, c'est des séquelles psychologiques d'un individu. Cet individu, c'est Z. Alors, vous savez déjà qu'il a le visage flouté, donc psychologiquement, c'est pas stable, on comprend. Et là, en fait, pour évacuer son stress et sa peur, des renards, parce qu'il a eu des aventures avec un renard, enfin, pas des aventures... Comment vous racontez ça? Genre, des aventures avec un renard tout de suite, non, c'est pas ça. En fait, une fois, il y a un renard comme ça, il est passé devant sa voiture, et lui, au lieu de l'écraser, parce que je répète, parce que personne ne me croit, le renard est une espèce nuisible, dès qu'on en voit un, il faut le buter. Donc voilà. Et là, en fait, le renard, il a traversé devant la voiture, comme ça, comme un renard, Fox Mulder, quoi. Et il fait, il a esquivé, et Burnout Paradise, quoi. Et donc, pour expier ça, il a fait un clip de Psycho Fox. Ou pas. Peut-être qu'il aimait le jeu, je sais pas. Il y a un moment, il faut finir. Voilà, il y a un moment où on commence, il y a un moment où il faut finir. Là, c'est ce moment-là. C'est très dur. Là, pour ceux qui n'ont pas suivi, on est à la 18e prise pour présenter une intro.
Juste, c'est même pas un clip, c'est une intro. Ça va rentrer dans la rotation de Game Live, certes, mais c'est une intro. Et cette intro, c'est celle de Tatsunoko versus Capcom, un jeu qui est en fait un crossover entre les personnages de Capcom et de Tatsunoko, qui est une marque de dessin animé, mais si on dit pas marque, et ben moi je dis marque, je dis marque, je dis marque. Je dis marque, c'est tout, je dis marque. Eddie Merckx et je dis marque. Bref, tout ça pour dire qu'il y a quand même une petite annotation de Anne, puisque c'est quand même qui s'occupe de Autoplay, parce qu'on le dit pas assez. Donc Anne, merci de t'occuper d'Autoplay, et voilà. Merci. Et Jonathan aussi, mais moins. Et donc en fait, il y a une petite annotation que vous voyez pas là. Elle me dit de parler de Gold Lightan, qui est le robot le plus charismatique du monde. Alors c'est pas faux, parce qu'en fait, Gold Lightan, c'est un robot tout d'or recouvert, je suppose que ça se dit comme ça, et en fait c'est un robot briqué. C'est-à-dire que c'est un super robot qui fait du feu pour allumer sa clope. Et voilà, ce numéro 10 d'Autoplay qui vient de finir. Numéro 10 qui était d'ailleurs dans Astérix aux Jeux Olympiques, qui était merveilleusement interprété par Zinedine Zidane. Donc numéro spécial déménagement s'il en est. Pourquoi ? Parce que c'est le dernier qu'on tourne ici, dans ces locaux. Voilà. Là vous voyez pas, il y a plein de cartons. Jonathan rigole derrière la caméra. Et en fait parce que on déménage, et oui c'est la fête. Et donc il y a plein de cartons et je vous mens pas parce que j'en ai justement un là. Et j'y retourne.